Bien, chers collègues, plusieurs choses avant que nous débutions notre session du jour. Je vous informe que la Commission des affaires économiques est saisie de la proposition de loi visant à renforcer la prévention de la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, adoptée en première lecture par le Sénat le 4 avril dernier. Cette proposition sera à l'ordre du jour des séances publiques des 15, 16 et 17 mai. Je vous propose la nomination de Sophie Panenacle, Renaissance, et de M. Luc Lamiraud, Horizon, comme co-rapporteurs de cette proposition de loi, qui sera examinée par la Commission les 10 et 11 mai, étant précisé que la Commission du développement durable, la Commission des finances et la Commission des lois bénéficient de délégations au fond sur environ la moitié des articles de ce texte. C'est bon pour tout le monde? Bien. Je vous propose également de vous rendre compte de nos travaux en bureau de la Commission des affaires économiques qui s'est réunie le 5 avril dernier et qui a décidé de la création de 7 nouvelles missions d'information. Et la désignation des rapporteurs de ces missions est effectuée en tenant compte du groupe ayant proposé la mission et du tourniquet arrêté précédemment par le bureau. Donc je vous propose, sur les 7 missions, donc je vais vous le donner. Première mission, M. Stéphane Travers, Renaissance, et M. Dominique Potier, Socialiste, pour le groupe de travail concernant le bilan de la séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytopharmaceutiques. C'est bon pour tout le monde, très bien. Deuxième mission, M. Pascal Lavergne, Renaissance, et Mme Aurélie Trouvé, LFI NUPS, pour le groupe de suivi comprenant un membre de chaque groupe politique relatif à la préparation de la loi d'orientation agricole. Bon pour tout le monde, très bien. Ensuite, j'ai Mme Anne-Laure Blin, LR, et M. Éric Martineau, Modem, pour le groupe de travail relatif au contrôle opéré dans les exploitations agricoles. Bon pour tout le monde, très bien. Ensuite, quatrième mission, M. Philippe Bollot, Modem, et Mme Virginie Duby-Muller, LR, pour le groupe de suivi comprenant un membre de chaque groupe politique relatif à la préparation du projet de loi relatif à l'industrie verte. Bon pour tout le monde, très bien. Cinquième mission, M. Charles Fournier, Écolo, NUPS, et Mme Sandra Marceau, Renaissance, pour la mission d'information relative à l'impact du déploiement des entrepôts. Bon pour tout le monde, c'est bien. Sixième mission, M. Stéphane Travers, Renaissance, et Mme Hélène Laporte, RN, pour la mission d'évaluation de la loi du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. Bon pour tout le monde. Très bien, donc vous avez constaté que j'en ai donné 6 sur les 7. La 7e mission, c'est la mission qui est relative à l'avenir de l'industrie spatiale européenne. Et je vous propose de faire la nomination sur cette dernière mission à la rentrée début mai. Voilà pour les créations de missions d'information. On en vient maintenant au cœur du sujet du jour. On examine ce matin le rapport d'information sur les moyens de faire baisser les prix du logement en zone tendue hors Île-de-France, présenté par Anaïg Lemer et Vincent Rolland. Bienvenue et merci, chers collègues. Nos deux rapporteurs ont beaucoup travaillé depuis 5 mois sur ce sujet qui suscite une attente croissante, comme en témoignent les récentes manifestations en Bretagne ou au Pays Basque. Cette question qui, en métropole, concerne essentiellement les zones touristiques du littoral et les stations de montagne, se pose également en Outre-mer. La délégation du bureau de la commission, elle s'est rendue à la réunion et elle comportait Anaïg Lemer parmi ses membres et nous avons pu évoquer ce problème lors de plusieurs entretiens avec les élus locaux, avec les professionnels de la Fédération du bâtiment, avec la CAPEB, avec une association des promoteurs sociaux de l'île et plusieurs députés réunionnais qui ont également participé à ces entretiens. Je pense notamment à Philippe Naillet, Perceval Gaillard, également Karine Lebon. Que ce soit en métropole ou en outre-mer, le problème fondamental est celui de l'offre. Dans ces zones tendues qui attirent des populations du fait de l'attractivité économique et touristique, les facteurs se conjuguent pour restreindre le nombre de logements disponibles pour les habitants ou pour les saisonniers. Vous allez nous en parler juste après, que ce soit la construction dans les parcs privés et sociaux qui est insuffisante au regard des besoins, les contraintes urbanistiques qui sont liées aux lois littorales et montagnes, la part croissante des résidences secondaires ou encore l'attirance des bailleurs vers les plateformes de location meublées touristiques. Bref, pour répondre aux Français qui peinent à se loger, qui payent des loyers ou des remboursements de crédit trop élevés tous les mois, je rappelle c'est d'ailleurs la première dépense contrainte des ménages, nous devons réussir à mettre sur le marché plus d'offres et encore plus d'offres. Et nos rapporteurs formulent donc 25 recommandations, dont certaines relèvent du domaine législatif. Il vous reviendra, chers rapporteurs, et ainsi que tous ceux qui voudront bien s'en saisir, de déterminer ce qui peut être porté le plus tôt possible et ce qui mérite d'être un peu approfondi dans les mois qui viennent pour se donner un petit peu de temps. Mais une chose est certaine, la Commission devra s'inspirer de ce rapport, de vos travaux, pour avancer sur le logement. Madame et Monsieur le rapporteur, je vous remercie à nouveau et vous félicite chaleureusement pour votre travail et je vous cède la parole.
Alors, c'est à moi de débuter. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors, je me réjouis de vous présenter ce matin les conclusions de notre mission d'information visant à faire baisser le prix du logement en zone tendue. Pour mémoire, nous avons débuté nos travaux donc avec Vincent Rolland, qui est co-rapporteur, au mois de novembre dernier, avec comme objectif de dégager des pistes d'action opérationnelles pour débloquer progressivement les tensions qui existent au sein des zones touristiques en matière de logement. Avec mon co-rapporteur, nous avons mené une trentaine d'auditions en sollicitant notamment les principaux acteurs concernés par ce sujet, à savoir principalement les associations d'élus et de citoyens, les acteurs économiques de la filière meublée de tourisme, ainsi que les administrations compétentes. Nous avons constaté à cet égard combien le sentiment d'une véritable crise du logement étant prégnant et la nécessité d'agir impérieuse. Nos travaux s'inscrivent en outre dans la continuité des premiers travaux engagés par le gouvernement sur ce sujet, puisqu'un rapport avait été rendu l'année dernière au mois de juin sur la lutte contre l'attrition des résidences principales dans les zones touristiques en Corse et sur le territoire continental, fruit des travaux de l'Inspection générale des finances, IGF, de l'Inspection générale de l'administration, IGA, et du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Je vous propose de vous dresser un rapide bilan des constats qu'il est possible de faire sur la situation du logement au sein des zones tendues ou zones touristiques, avant de revenir sur les principales recommandations que nous portons conjointement. Tout d'abord, la situation du logement en zone tendue. Les zones tendues concernent principalement les principales agglomérations de notre pays qui connaissent des niveaux de prix élevés, ainsi que les zones touristiques littorales et de montagne qui connaissent des contraintes spécifiques supplémentaires qui alimentent la hausse du prix du logement. De façon succincte, les auditions que nous avons menées font apparaître que plusieurs facteurs sont à l'origine de ces niveaux de prix élevés. Tout d'abord, la concentration de la population et des activités économiques dans des agglomérations concentrées géographiquement, ce qui fait peser une pression importante sur l'offre de logements déjà existante et sur le foncier nécessaire pour augmenter l'offre. Deuxièmement, l'attractivité des agglomérations concernées en termes d'emploi et d'un métier de toute nature. Une partie des ménages est donc prête à sacrifier une partie du confort de ses logements pour habiter dans des centres-villes de grandes métropoles. Certains sont plus contraints par la nécessité de pouvoir accéder à leur emploi. Ensuite, des niveaux de revenus plus inégalement distribués, ce qui tire à la hausse les loyers et contribue à rendre difficile l'accès au logement pour les ménages avec des revenus dans le bas de la distribution, puisqu'ils sont en compétition avec des ménages avec des revenus plus élevés. En outre, le niveau des prix immobiliers a été fortement tiré vers le haut par le niveau faible des taux d'emprunt jusqu'à une période récente, c'est-à-dire jusqu'au début de l'année 2022. On peut ajouter à ces premiers éléments les spécificités des communes situées en zone tendue, c'est-à-dire très souvent en zone littorale, moi venant de Bretagne, et en zone de montagne, ce qui concerne plus Vincent Rolland. Nous avons donc identifié des contraintes d'ordre naturel qui limitent les zones constructibles dans un contexte de contraintes croissantes vis-à-vis de l'urbanisation pour respecter les objectifs environnementaux. La soumission de ces communes à des contraintes supplémentaires en matière d'urbanisme, en application des dispositions de la loi littorale et des lois montagne 1 et 2. Une forte saisonnalité de l'activité et de l'emploi qui a pour conséquence de faire varier grandement la demande de logement en fonction de la période de l'année concernée et le niveau de l'activité économique locale. Enfin, la proportion importante de résidences secondaires au sein de ces zones, en sus des taux de vacances plus faibles en raison de la forte demande de logement. L'ensemble de ces éléments contribuent à créer une situation relativement bloquée, où les prix ne cessent de monter au profit d'une exclusion croissante du logement des habitants permanents et des actifs. Ce sentiment d'exclusion a été souvent relaté, notamment quand nous sommes allés sur le territoire. Cela se ressent notamment au sein du parc social. Le profil des demandeurs tend en effet à s'apprécier en raison de l'attrition au niveau local. Malheureusement, le logement social ne peut seul répondre aux difficultés rencontrées, en particulier dans ces zones. Il est souvent peu disponible, avec un taux de rotation réduit, en raison précisément des niveaux de prix constatés sur le marché privé. Les gens ne peuvent pas sortir en fait du parc social et donc ça rompt en fait le parcours résidentiel. En résumé, les ménages français sont donc actuellement pris en étau dans une situation marquée par des prix élevés sur le marché privé, dans les zones tendues en particulier, et un parc social dont la disponibilité reste relative et qui connaît lui-même des difficultés pour répondre à une demande croissante nourrie par l'appréciation du prix du logement.
Ajoutons simplement que l'économie du tourisme, source de revenus et de dynamisme, fait elle aussi peser en un sens une pression sur la disponibilité du logement, en raison notamment du caractère beaucoup plus avantageux du régime fiscal accordé à la location de meublés de tourisme par rapport à la location nue. Face à ces constats, je vous propose d'évoquer quelques-unes de nos principales propositions avant de laisser la parole à Vincent Rolland. Tout d'abord, je voudrais évoquer avec vous plusieurs convictions acquises lors des travaux menés et qui sont à l'origine des propositions que nous formulons. Ma première conviction, c'est que les collectivités doivent être soutenues et mises en capacité d'agir au niveau local pour faire baisser le prix du logement. Il existe désormais beaucoup de dispositifs, qu'il s'agisse d'encadrer les loyers, de fixer des procédures de déclaration de changement d'usage concernant la location du meublé de tourisme ou encore de constituer des réserves foncières qui doivent être pleinement mobilisées. À cette fin, les communes ont besoin de 3 choses, selon moi. Un niveau adéquat d'information sur la réalité de leur parc de logements vacants ou non. Ce point est beaucoup remonté lors de nos échanges. Les collectivités sont très demandeuses d'outils de recensement du parc de logements et de comparaison de bonnes pratiques. Nous portons en ce sens plusieurs recommandations au sein du rapport, comme le fait de constituer une base nationale de données concernant les régulations de la location de meublés de tourisme ou le soutien à des mesures de renforcement d'accès aux communes aux bases de données existantes en matière de politique du logement. Cette exigence implique également, selon nous, de créer un observatoire du logement en zone tendue, d'une part, et d'inciter les communes à mettre en place des observatoires de l'habitat et du foncier, structures récentes créées par la loi qui peuvent vraiment les aider à élaborer des stratégies foncières efficaces, d'autre part. Il faut également que les communes disposent d'une capacité d'action renforcée en matière de logement. Cela implique notamment de sécuriser leurs actes en matière d'urbanisme et de leur permettre de se saisir du statut d'autorité organisatrice de l'habitat, AOH. Ce dernier devant, selon nous, être renforcé pour permettre, par exemple, sur le zonage, de jouer vraiment un rôle dans sa définition et son application. Nous avons en effet constaté sur ce point que la complexité des différents zonages existants entre les zones tendues au sens fiscal, les zonages de tension sur le marché locatif et les zonages du logement social généraient beaucoup d'effets de bord. C'est la raison, notamment, on a pu exposer ce point à Saint-Malo, où il y avait vraiment des effets de bord qui étaient vraiment réalistes, qu'on a pu exposer dans le rapport, vous le retrouverez dans le rapport. C'est la raison pour laquelle nous soutenons dans le rapport une simplification du zonage TLV au profit de sa convergence vers un zonage ABC, ainsi qu'une actualisation plus régulière de ces périmètres. Il nous faut être plus agile. Je laisserai Vincent Rolland vous en dire plus sur le sujet concernant les communes de montagne. Nous soutenons également la consolidation juridique des actes de collectivité en matière d'urbanisme, ainsi que le recours au bail réel solidaire, BRS, même si les valeurs encadrant ce dernier pourraient être utilement revues pour élargir sa portée. Enfin, je souhaiterais revenir sur 2 points principaux abordés dans notre rapport, à savoir la question de la fiscalité des meublés de tourisme et des plateformes qui alimentent beaucoup les médias, et celle de la réorientation du logement vers l'emploi qui lui est concomitante. Je voudrais dire d'abord que tout est une question d'équilibre entre les différentes politiques concernées. La politique du tourisme et donc d'incitation à la location de meublés touristiques, la politique du logement et de l'habitat doit permettre à nos concitoyens de se loger à des prix raisonnables, et les politiques de l'urbanisme et de l'environnement. Au sujet des locations de tourisme, il me semble que le régime actuel, très favorable par rapport à la location nue, avec un double système d'abonnement forfaitaire à 50% et à 71% pour les gîtes ruraux et les meublés classés, pourrait évoluer de façon équilibrée. Dans un objectif de réorientation du logement vers l'emploi au sein des zones tendues, je propose de réorienter l'abonnement forfaitaire maximum à destination du logement à l'année, en particulier destiné aux actifs. Cette mesure me semble équilibrée car ciblée dans les zones de notre territoire connaissant une situation critique en matière de prix du logement et avec un objectif de recréer un lien logement-emploi fort. C'est également dans cette perspective que nous proposons qu'au sein de la convention quinquennale du groupe Action Logement, l'objectif d'un renforcement du soutien aux petites entreprises faisant face à des difficultés soit fixé. Nous formulons également une autre proposition sur ce point visant à encourager les bailleurs privés à confier leurs biens à un organisme ou à une entreprise pour loger des salariés. Les modalités techniques d'application de ces mesures doivent être affinées, mais il nous semblait important d'insister sur cet enjeu pour recréer le lien entre le logement et l'emploi.
En conclusion, je dirais simplement un mot sur la situation des Outre-mer. Nous avons, sur ce sujet, dans le cadre de la mission, comme l'a redit Monsieur le Président, même si nous avons travaillé donc beaucoup sur ce sujet, en allant notamment à l'île de la Réunion, même si les situations sont extrêmement variables sur ce sujet, nous avons pu le constater. Lors de notre déplacement de la mission des affaires économiques, au mois de février dernier, nous avons eu l'occasion d'échanger avec de nombreux élus, acteurs économiques. Il apparaît qu'un effort significatif doit être engagé face à la hausse des coûts des intrants en matière de construction pour adapter les taxes et les normes existantes en matière de construction à la réalité du terrain. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité en faire l'une des recommandations au sein de notre rapport. Je vous remercie de votre attention et laisse la parole à Vincent Leroland. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais aussi remercier Anaïg Lemeur d'avoir résumé en quelques mots nos principaux éléments de constat et certaines de nos propositions. Je m'attacherai pour ma part à évoquer plus spécifiquement la question des zones touristiques et tendues en montagne qui ont constitué un des principaux sujets de réflexion dans le cadre de cette mission d'information. Je voudrais aussi remercier celles et ceux qui ont contribué à ce rapport, évidemment les personnes auditionnées, que ce soit ici à l'Assemblée nationale, que ce soit par visio lorsque nous étions empêchés d'aller sur les territoires du fait des mouvements de grève, ou tout simplement sur les territoires, comme l'a rappelé Anaïg il y a quelques instants, lorsque nous sommes allés dans la belle ville de Saint-Malo. Et puis remercier aussi notre administrateur, Benjamin Dourdy, ainsi que les stagiaires Estelle et Léo qui ont contribué à ce travail. Nous avons donc établi un certain nombre de constats avec la conviction que ce sont d'abord les collectivités qui doivent agir au niveau local pour soutenir la baisse du prix du logement. Sur les éléments de constat, justement, je ne serai pas long. Les zones tendues touristiques souffrent en un sens de leur succès touristique qui a pour revers une forte saisonnalité de la demande de logement et une forte orientation du logement vers le tourisme, aux dépens parfois des habitants permanents. C'est particulièrement vrai en zone de montagne de ce point de vue. Nous avons tenté de conserver un équilibre efficace entre les leviers à activer pour tenter de faire baisser les prix du logement et les contraintes spécifiques des territoires qui doivent être prises en compte au sein des dispositifs mis en œuvre. Cette situation se traduit par des prix élevés à la location et à l'achat de biens immobiliers, en plus de faire peser des contraintes fortes sur les actifs qui doivent, hélas, se loger de plus en plus loin de leur lieu de travail. En outre, les contraintes existantes en termes d'urbanisme ne facilitent pas la construction. La mobilisation du levier de l'offre de logement est pourtant indispensable pour peser sur les prix. Nos recommandations. Pour ma part, il me semble que nos travaux dégagent plusieurs pistes d'action pour permettre aux communes d'agir de façon renforcée en faveur d'une baisse des prix du logement. Je considère d'abord que les communes situées en zone tendue doivent pouvoir bénéficier de tous les outils disponibles pour financer le logement, notamment le logement social. Sur ce sujet, il existe actuellement encore trop d'effets de bord liés à un zonage inopérant pour certaines communes qui les privent de certains financements. Concrètement, certaines communes se retrouvent par exemple classées en zone tendue au sein du périmètre de la TLV, mais pas nécessairement du point du zonage loyer ABC ou du zonage logement social. Cela entrave leur accès à certains financements, ainsi que la possibilité pour les acteurs du logement social de réaliser des opérations de logement efficaces économiquement, faute d'adéquation entre le prix de production du logement et le loyer de sortie. Ces problèmes de zonage conduisent également certains de nos concitoyens à ne pas pouvoir accéder au logement social
en raison d'un effet de seuil. Cette situation n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous recommandons, par exemple, pour les communes de montagne, la poursuite et l'achèvement du reclassement des communes concernées de la zone C, donc la zone détendue, vers la zone tendue, c'est-à-dire les zonages A1, et B1. En outre, en matière de construction, nous souhaitons que soit étudiée la possibilité de prévoir des zones spécifiques destinées exclusivement à la construction de résidences principales. C'est notamment notre recommandation numéro 6. Cette perspective, qui demande un vrai travail de consolidation juridique, comme l'a rappelé la mission IGF-IGA et CGEDD, nous paraît essentiel pour maîtriser les flux entrants en matière de construction. Nous souhaitons également, sur ce même sujet, que soient étudiés les voies et moyens de réorienter significativement l'octroi d'autorisation d'urbanisme par les communes vers la construction de résidences principales. Cette perspective pourrait être mise en œuvre soit via la définition de stratégies spécifiques au niveau national et local, soit via la fixation d'un objectif adapté à chaque territoire au sein des documents d'urbanisme des communes concernées. Enfin, en matière de construction, il convient de garder à l'esprit que l'un des enjeux est la maîtrise du coût du foncier. Nous proposons à cet égard un encadrement des prix du foncier en zone tendue, c'est la recommandation numéro 20, en sus de la mobilisation par les collectivités de nombreux outils existants. Nous avons également souhaité traiter dans notre rapport de l'objectif ZAN en proposant que soit créé, pour répondre à l'inquiétude de certains élus, un fonds ZAN permettant de financer la réhabilitation des locaux existants et la désartificialisation des sols, c'est la recommandation numéro 15. J'aimerais revenir pour conclure mon propos sur nos propositions concernant la fiscalité, le logement social et la rénovation énergétique. Sur le premier point, nous le disons explicitement dans le rapport, la fiscalité n'est probablement pas le levier principal à mobiliser. Je comprends l'idée d'une réorientation du cadre fiscal afférent au logement de tourisme vers l'emploi, mais il convient néanmoins de conserver à l'esprit les spécificités de certains territoires, comme les communes de montagne que je citais tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous excluons de la réforme proposée au sein du rapport les communes de montagne. Sur le logement social, ensuite, il apparaît qu'il est insuffisamment disponible au sein des communes situées en zone tendue pour des raisons de toute nature. Nous proposons donc d'envisager d'intégrer dans le calcul de leur objectif SRU la part des résidences secondaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Là encore, on doit prendre en compte la situation de certaines communes déficitaires en zone de montagne et leurs caractéristiques spécifiques. Et nous vous proposons plutôt pour celle-ci un contrat de mixité sociale avec un mode de calcul de l'objectif SRU non modifié. Enfin, en matière de rénovation énergétique, il paraît utile que soit mis en place un véritable plan de réhabilitation de l'immobilier de loisirs, c'est la recommandation 14, qui pour sa part montagne date du plan neige des années 60-70 et connaît un vieillissement parfois problématique. Je considère qu'il n'apparaît pas utile, en revanche, à ce stade, d'étendre les obligations de décence énergétique dans ce domaine. Les élus concernés nous ont en effet alertés sur le risque de sortie massive du parc de ces logements dans des zones vivant quasiment exclusivement du tourisme. Il convient donc de privilégier dans ce domaine la voie incitative via la mise en place du plan que j'évoquais tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure. Merci et encore bravo pour vos travaux. Je vous propose de passer aux orateurs de groupe. Nous allons commencer, donc, comme d'habitude, 4 minutes, 3 minutes maximum de prise de parole individuelle, et puis vous laissez à minima 1 minute à nos rapporteurs pour vous répondre. On commence avec monsieur Antoine Armand, groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur les co-rapporteurs. Je tiens à nouveau à souligner, à saluer l'ampleur, la qualité du travail qui a été accompli lors de cette mission d'information et les différents zooms, les différents focus qui ont pu être faits et qui ont pu à chaque fois mettre en exergue les situations vécues quotidiennement, localement, par les entreprises, par les élus locaux, qui sont évidemment extrêmement préoccupantes. Vous l'avez rappelé, cette mission elle a été lancée pour répondre à un constat partagé, celui de la situation extrêmement préoccupante, voire dans certains territoires, celui d'une forme de crise du logement dans les zones tendues, avec les conséquences que nous connaissons pour le pouvoir d'achat, pour le trajet domicile-travail, pour les difficultés de recrutement et bien sûr pour l'aménagement du territoire. Cette situation, vous l'avez rappelé, vous le rappelez, a de multiples causes et je voudrais insister sur 2 points qui me semblent particulièrement importants et qui font l'objet de très nombreuses recommandations structurantes dans le rapport. Premièrement, vous proposez de mobiliser davantage le logement privé au service de l'économie locale et de l'emploi, en revoyant la mission du groupe Action Logement, en étudiant la mise en place d'avantages fiscaux spécifiques et de logements des saisonniers, par exemple. Et dans ces zones où les difficultés de recrutement sont très fortes, y compris pour les services publics, c'est un point absolument essentiel. Et puis deuxièmement, votre rapport prend toute la mesure de la situation de nos communes, notamment soumises à la loi Montagne, et dont certaines, d'ailleurs c'est mon cas dans le département de Haute-Savoie, sont aussi soumises à la loi Littoral, et donc font l'objet d'un ensemble de contraintes particulièrement fort. Et vous soulignez en la mesure le besoin urgent de réviser le zonage de nos communes et des stations de montagne, le besoin d'un encadrement du prix du foncier, mais aussi le besoin de revoir nombre de seuils inadaptés dans ces zones les plus tendues. Et je pense notamment à vos propositions sur les baux réels solidaires qui connaissent un vrai succès, mais dont la critérisation les laisse encore un peu trop encadrés. Et bien sûr, la création d'un bail réel intermédiaire qu'on ne peut que saluer pour toucher tout le spectre des habitants. Pour toutes ces recommandations donc à la fois structurantes et urgentes que contient ce rapport et qui, je le crois, doivent trouver vraiment une application rapide, à la fois parce qu'il y a des mesures de court terme que nous pouvons, nous parlementaires, aider à mettre en œuvre et parce qu'il y a des recommandations plus structurantes, le groupe Renaissance soutient, salue le travail qui a été effectué par les 2 co-rapporteurs et la grande pertinence des recommandations qu'il contient. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Armand. Madame Lemeur, monsieur Roland, comme vous souhaitez. Madame Lemeur. Je vais répondre rapidement, notamment sur le premier point qui est en fait, le lien en fait emploi-logement. Il s'est avéré qu'en fait, en France, je ne parle même pas des zones tendues, en France, 2 entreprises sur 5 en fait relèvent le logement comme étant une difficulté au recrutement. C'est-à-dire qu'actuellement, les entreprises n'arrivent plus à loger leurs salariés. Donc, ils sont en recherche. On voit qu'il y a des initiatives qui sont faites, notamment par certaines filières, notamment la filière de la restauration, qui cherche à trouver des logements vacants pour pouvoir loger leurs saisonniers, mais aussi leurs salariés permanents. Donc, je pense qu'on se doit d'accompagner en fait cette démarche. Et il y a un second point, c'est-à-dire qu'il y a aussi, on voit une grande part du logement et s'est orienté progressivement dans nos zones vers le tourisme, vers l'économie de tourisme. Et c'est vrai qu'on voit que la balance, elle s'est un petit peu déséquilibrée. Il y a un temps, quand on a voulu en fait relancer le tourisme en France, c'était peut-être la solution. Actuellement, on voit qu'il va falloir rééquilibrer la balance, donc avec plusieurs dispositifs qu'on a pu détailler, mais qui ne sont pas encore élaborés au niveau juridique, etc. Il va falloir les encadrer, notamment, je pense, à la notion peut-être de mettre des clauses de fonction dans les baux, de les adosser notamment sur les métiers en tension, dans les zones en tension. Donc c'est quelque chose sur lequel, pour ma part, je travaille beaucoup. On a beaucoup échangé aussi avec Vincent sur ce sujet-là, parce qu'on n'a pas la même vision qu'on soit en zone littorale ou en zone de montagne. Donc du coup, c'était intéressant d'échanger sur les freins que ça pouvait générer. Vous avez aussi, je ne parlerai pas de la montagne et du zonage, il y a aussi sur le BRS, effectivement, c'est une bonne mesure à développer. Merci beaucoup. Monsieur Lopez-Vigori pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Monsieur le rapporteur. 2 millions, c'est le nombre de logements qu'il manque aujourd'hui pour que l'ensemble des Français aient un toit. Une demande supérieure à l'offre et des prix du foncier exorbitants. Les ménages français souffrent.
Inflation, augmentation des Airbnb, investissements étrangers. Les causes de cette crise sont variées, mais surtout, ce sont des lubies d'une écologie punitive qui risquent de mettre tous les Français à la rue, enfin de nombreux Français à la rue. L'insensé objectif zéro artificialisation nette augmente les prix du foncier et limite les constructions. Pire, avec la loi climat et résilience, ce sont plus de 7 millions de logements qui vont être déclassés. Dans ce contexte où les Français peinent à trouver un logement, on comprend difficilement la logique. Dans ma circonscription de l'Hérault, cette crise s'aggrave de jour en jour. À 7, la multiplication des résidences secondaires, amplifiée par des investissements étrangers et la hausse du nombre de Airbnb, sont intenables et participent à la diminution du parc de logement. Résultat, vous avez eu 50% d'augmentation du foncier à 7 en 5 ans. Les jeunes ménages ne peuvent plus s'installer et sont contraints à l'exode. Le seul outil donné aux communes pour contrer ce phénomène, c'est l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. À 7, elle atteint 60%, le taux le plus haut de France. Mais la fiscalité, ce n'est pas un levier qui permettra de débloquer de nouveaux logements, puisque la taxation des résidences secondaires n'aura qu'un effet, le recours aux Airbnb par les propriétaires pour régler cette augmentation de la taxe foncière. Taxe d'habitation, pardon. La tension du marché du logement n'en sera finalement que renforcée. Et donc, il faut voir un peu plus loin que le petit bout de la lorgnette fiscale et agir directement sur les racines de cette crise. Donc, sortons de l'objectif insensé zéro artificialisation et de la logique d'une écologie punitive. Donnons plus de temps à nos concitoyens pour rénover leur logement et inspirons-nous de nos voisins européens. J'ai plusieurs exemples sur les investissements étrangers. Par exemple, le Danemark qui a voté une loi interdisant aux étrangers d'acheter une résidence secondaire dans leur pays. Vous avez aussi à Barcelone, pour lutter contre les plateformes Airbnb, la ville a rendu illégal pour un particulier de mettre une chambre en location pour une durée de moins d'1 mois. Donc ma question est simple, est-ce que ces mesures qui ont fait leurs preuves peuvent être transposables en France? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roland. Oui, alors les causes de l'augmentation du foncier et de l'immobilier sont multiples. Hein. Elles ne sont pas liées, comme certains voudraient le faire croire, aux plateformes qui ont un effet, mais c'est un effet parmi d'autres. C'est aussi l'attractivité de certaines régions de France qui font la cherté de l'immobilier et du foncier. S'agissant des investissements étrangers que vous évoquez, vous pourrez voir, ça doit être notre recommandation numéro 2, me semble-t-il, de mémoire, qui propose, 2 ou 3 en tout cas, c'est la numéro 2, qui propose justement qu'il y ait une réflexion d'engager pour avoir des autorisations préalables de la part des communes sur ces investissements immobiliers nouveaux et étrangers. Parmi les voies que vous n'avez peut-être pas relevées et qui permettraient de faire baisser le prix de l'immobilier, il y a sans doute un lissage effectivement dans le temps des réglementations, et la normalisation excessive a contribué à augmenter les prix très clairement, mais nous proposons aussi que les nouvelles zones destinées à l'investissement immobilier soient exclusivement réservées à la résidence principale et qu'il y ait les formes juridiques qui permettent de pérenniser aussi ça dans le temps, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Monsieur William Martinet du groupe LFI. Monsieur Martinet. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie les rapporteurs pour leur travail, mais je dois admettre une grande déception. L'objet de cette mission était de proposer des moyens pour faire baisser le prix du logement, et en lisant vos recommandations, il paraît clair que la montagne accouche d'une souris. Je pense que vous ne mesurez pas la gravité de la crise du logement. Il y a dans le pays 300 000 SDF, 4 millions de mal logés, des ménages qui parfois prennent des prêts à la consommation pour payer leur loyer, des travailleurs qui sont obligés de dormir dans leur voiture faute de mieux. Et dans ce contexte, les demi-mesures qui sont proposées dans son rapport ne sont pas acceptables. Je ne vais aborder qu'un seul sujet qui, je crois, illustre nos désaccords, c'est celui des plateformes de type Airbnb. Ces plateformes portent une lourde responsabilité dans la crise du logement. Elles ont créé un effet d'aubaine. Les meublés touristiques se sont développés au mépris de la réglementation et au détriment du marché locatif de long terme, et donc au détriment des habitants permanents. Il faudrait donc franchement s'attaquer à ce problème des plateformes. Comptez-vous le faire ?
pas sérieusement, et c'est même pire, vous préférez noyer le poisson. Je lis dans votre rapport: les auditions ne permettent pas de conclure à un rôle prépondérant des plateformes dans l'aggravation des difficultés de logement. Ah bon? Airbnb n'a pas de responsabilité dans la crise du logement dans les zones touristiques? Vous pensez réellement ça, chers collègues? Je vous avoue, je suis abasourdi. Et je pense que cet aveuglement, c'est cela qui vous amène à des recommandations qui sont bien timides. Vous proposez de légèrement raboter la niche fiscale du meublé touristique pour en créer une autre au passage. Ce ne sont pas des propositions qui sont à la hauteur des enjeux. En réalité, je comprends très bien pourquoi vous êtes aussi modéré. Parce que s'attaquer à Airbnb, c'est s'attaquer à un marché très rentable, à des intérêts financiers, à des multipropriétaires qui se sont constitués en lobby et qui sont généralement vos électeurs. Vous n'osez pas les brusquer et c'est malheureusement très décevant. Alors pour conclure, je ferai un parallèle avec une proposition de loi qui a été votée dans l'hémicycle il y a quelques jours. Quand il s'agit de s'attaquer aux familles qui n'arrivent pas à payer leur loyer, vous êtes très 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 sévère. Et quand il s'agit de s'attaquer aux intérêts financiers qui sont responsables de la crise du logement, vous êtes très 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 complaisant. Alors, chers collègues, je pense qu'il faut revoir votre copie et qu'il faut y mettre davantage de courage politique au service du droit au logement. Je vous remercie. Bien, Monsieur Roland, allez-y. L'avantage avec vous, c'est qu'on n'est jamais déçu par le produit qui est livré. Vous évoquez le rôle des plateformes abondamment. Elles ont eu un rôle, on l'a souligné, mais dans certains secteurs de notre territoire, et c'est le résultat des consultations que nous avons menées, elles ont apporté de véritables plus. Et la systémisation, par exemple, du prélèvement de la taxe de séjour, eh bien, a permis à des collectivités de gagner chaque année plusieurs centaines de milliers d'euros, alors qu'on sait que sur la taxe de séjour, il y a une fraude fiscale absolument énorme. Sur les locataires Airbnb ou Abritel ou que sais-je encore, il faut savoir que 70% de ceux-ci sont des classes moyennes ou des classes moyennes supérieures. Ce sont des gens qui ont investi à un moment donné dans un bien. Et moi, je ne suis pas aujourd'hui favorable à leur couper l'herbe sous le pied et à changer les règles fiscales, ce qui mettrait en péril leurs investissements. Après, les mesures qu'a proposées Anna Higlemer sur certains secteurs me semblent a priori rejoindre plus ou moins votre souhait de rééquilibrer les choses, et c'est notre volonté de toute façon, entre le logement permanent et le logement saisonnier. Je ne sais pas si Annaïg veut compléter. Madame Le Maire, en quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire des mesures et vous pouvez vous en saisir aussi et nous accompagner dans ce sens, notamment sur Airbnb pour le citer. Mais il faut savoir, ce qui me pose problème réellement, c'est ce décalage en fait vers le logement qui était une valeur patrimoine vers un logement qui est une valeur lucrative actuellement. Et c'est ce qui me heurte énormément actuellement dans une philosophie où le logement n'est plus lié à de l'habitat mais à de l'investissement. Merci beaucoup. Nous passons à Jean-Pierre Vigier du groupe Les Républicains. C'est à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Et Madame, Monsieur le rapporteur, au nom des députés Les Républicains, je salue la qualité de votre travail. Il contribuera à répondre aux enjeux de la crise du logement que de nombreux territoires rencontrent. Malgré les flux massifs de population temporaire et saisonnière, les zones tendues, vous le savez, sont confrontées à une massification de la demande de logement. Et les premières victimes de ce phénomène sont les ménages modestes. Cette situation a des conséquences majeures sur la vitalité des communes où des actifs se trouvent dans l'impossibilité de se loger. Dès lors, la volonté des rapporteurs de soutenir la création et la réhabilitation de logements via un fonds d'investissement ZAN semble très opportune. Je tiens aussi à saluer la volonté des rapporteurs de déconcentrer la politique du logement, notamment concernant les spécificités des communes de montagne. En effet, le marché de l'immobilier dans les zones tendues présente des disparités d'un territoire à l'autre. Toutes les évolutions législatives et normatives seraient s'appliquer uniformément. Jusqu'à présent, l'action publique en faveur de la maîtrise des prix du logement en zone tendue peine à porter ses fruits, vous le savez. Plusieurs textes ont pourtant tenté de pallier les dérèglements liés au marché de la location de courte durée. Mais les déséquilibres demeurent entre l'offre et la demande de logement. À cet égard, les enseignements de cette mission d'information apporteront des pistes précieuses
au législateur, notamment en matière fiscale et d'accompagnement des collectivités locales. Mais nous nous interrogeons malgré tout sur le sens de la coopération entre les deux rapporteurs. Olivier Klein a récemment communiqué sur un texte de loi en préparation sur le logement en zone tendue et touristique. Aussi, ma question est simple. Qu'en est-il de la proposition de loi transpartisane, et je dis bien transpartisane, qui devait être élaborée au terme de cette mission? Et ma question double, la majorité compte-t-elle travailler seule sur des mesures qui doivent nous rassembler au-delà de nos clivages? Je vous remercie. Bien, Madame Le Meur. Alors, je pense que la dernière question, en fait, m'est adressée. Alors, je ne suis pas responsable en soi, mais à la fois, je suis de la majorité. Donc, effectivement, il y a eu un entretien qui a été fait, mais le sujet n'était pas uniquement celui qui a été mis dans le tweet. Je tiens à vous le dire. Les sujets, en tant que whip, étaient beaucoup plus élargis que ça. Et ça, je peux vous l'affirmer. Je ne suis pas du tout... J'ai remonté aussi le fait que je trouvais dommage qu'on n'ait pas mis Vincent Rolland dans la communication. Ah bah ça, c'est pas moi qui ai fait la communication du ministre. Hein. Je peux comprendre l'agacement que ça a pu générer, mais je peux vous le dire, je ne suis pas à l'origine de cela. Vincent sait très bien que je lui ai toujours dit que si on trouvait des points d'accord, on partirait sur une proposition transpartisane. Je l'ai toujours dit, toujours annoncé, toujours défendu. Donc, vous ne pouvez pas me reprocher ça, et même avec du transpartisan élargi, si possible, avec des gens qui ont contribué. Je pense à M. Etchanis, qui a beaucoup échangé avec moi et avec qui on a eu des échanges aussi constructifs. Donc, c'est quand même ma façon de penser a toujours été dans la co-construction élargie, avec des bonnes propositions, mais le consensus n'est pas toujours aisé sur des dispositifs. Voilà, j'ai tendance à être plus dur des fois que mon voisin sur certains dispositifs, et lui, à l'inverse, sur d'autres. Donc ça se recherche, hein, c'est comme dans un couple, hein, il faut trouver un moment des compromis. Donc là, on n'en est pas encore, on va y arriver. Mais j'entends que les Républicains veulent contribuer avec nous à travailler sur ces difficultés. Monsieur Rolland, un complément, 30 secondes. Non, sur l'aspect couple, veillons à ne pas aller trop loin et à alimenter des rumeurs quand même. Bien. Donc, nous continuons avec Monsieur Romain Daubier du MoDem. C'est à vous. Monsieur le Président, Madame le rapporteur Chamaïg, Monsieur le rapporteur, cher Vincent, mes chers collègues, nous étudions aujourd'hui un rapport sur les moyens de faire baisser le prix du logement en zone tendue hors Île-de-France. Sont particulièrement concernées, pour faire simple, les zones de montagne et les zones du littoral, et également toutes les zones proches des grandes métropoles lyonnaises, genevoises, d'Annecy, bordelaise, nantaise ou niçoise, pour ne citer qu'elles. Nous partageons parfaitement les constats. Oui, il existe des difficultés inédites pour se loger à un prix, y compris pour les personnes qui travaillent ou qui ont travaillé, que ça soit à la location ou à l'accession de la propriété. Oui, cela est encore plus vrai dans les zones dites tendues, quelle que soit la définition et les critères retenus pour définir ce qu'est une zone tendue. Oui, et c'est rien de le dire, les actions publiques en faveur de la maîtrise du prix peinent à porter leurs fruits. À titre personnel, je pense qu'il eût été intéressant de savoir si l'organisation de la pénurie de terrain à construire, matière première de l'immobilier avec la ZAN, et l'augmentation des normes n'a pas contribué à cette augmentation des prix. Vous nous proposez à travers ce rapport 25 recommandations. Le temps qui m'est imparti ne me permettra pas de revenir sur toutes. J'inciterai sur uniquement quelques points. La fiscalité ne peut pas tout faire, et la taxe d'habitation sur les logements vacants en particulier existe et a ses limites. En revanche, la réflexion sur les règles spécifiques de l'abattement forfaitaire de 71% sur les meublés cassés doit pouvoir se faire, tout en étant vigilant sur certains points. Le premier, c'est en ne pénalisant pas l'économie des gîtes ruraux, et je pense en particulier à tous les agriculteurs qui comptent sur ces revenus comme revenus annexes. Et il ne faut pas également pénaliser tous nos territoires qui ont investi sur un tourisme vert, un tourisme familial, un tourisme de proximité et un tourisme durable. Donc il faudra un traitement le plus égalitaire en prenant en compte toutes ces situations particulières.
Sur la réflexion des zonages, j'y suis effectivement très favorable pour faire un zonage plus précis, pour éviter les effets de bord. J'ai moi-même dans ma circonscription des communes qui sont dans les mêmes zones de vie, même bassin de vie, qui basculent et ça fait des effets de bord, à condition effectivement que le pouvoir soit bien au maire, qui est l'échelon de proximité qu'il faudra favoriser. Je souhaiterais avoir une précision par rapport à votre recommandation numéro 9. Est-ce que je me demande si elle n'est pas satisfaite, notamment par le décret 2021-757, pris en application de l'article 55 de la loi du 27 décembre 2019. Je vous précise également que le levier de construction me semble celui qu'il faut développer. Et je dirais un mot très rapide que je n'avais pas prévu sur la location de courte durée. Il faut se demander si ces locations ont transformé des logements en location touristique ou si c'est auparavant un marché qui était dans des agences immobilières et qui sont maintenant dans les particuliers. Je rappelle à ce titre, Monsieur le Président, je finirai là-dessus, que le revenu moyen d'Airbnb, c'est 3 086 € net en 2022. On est loin de l'image d'Épinal du revenu professionnel. Merci beaucoup. Alors, en 45 secondes, Madame ou Monsieur le rapporteur. Après, vous aurez un temps global de réponse. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à tous. Juste sur effectivement que ce qui a contribué à augmenter le prix, effectivement, c'est la pénurie au niveau du foncier. Les réserves foncières sont nécessaires et les communes doivent s'en saisir. Sur le deuxième point qui est les normes, on a vu notamment en Outre-mer que les normes en fait ont majoré fortement le prix en fait de l'immobilier. En plus, ils ont l'octroi de mer qui ajoute un prix de matériaux. Et derrière, il y a des normes sismiques, des normes submersion, etc. qui s'appliquent aussi. Donc effectivement, les normes l'ont fait, mais ils ont aussi amené à des logements de meilleure qualité. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Bien. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Monsieur Inaki Echaniz, groupe socialiste. Bien, merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Je voudrais remercier les rapporteurs pour leur long travail d'analyse sur la crise du logement en zone tendue. Ce rapport vient ainsi compléter celui de l'Inspection générale des finances et de l'OCDE qui traite aussi le sujet. Je pense que nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments pour mettre en place rapidement des mécanismes législatifs pour contrer la crise du logement dans les zones les plus impactées. C'est demandé par les habitants et par les élus. Je me réjouis ainsi que le parti présidentiel se saisisse de ce sujet et se positionne en faveur de l'amélioration de l'accès au logement en zone tendue, même si ce zonage ne touche plus aujourd'hui toutes les communes souffrant de ces problématiques. J'ai lu vos recommandations avec intérêt. De manière générale, ce rapport analyse les conséquences des prix élevés du logement du point de vue des difficultés d'accès à l'emploi et pour les entreprises de recrutement. Si c'est une composante essentielle du sujet, je crois que l'enjeu de l'accès digne et abordable au logement doit aussi être pleinement intégré à nos préoccupations. Tous les publics devraient pouvoir être protégés contre cette crise. S'agissant de la valorisation fiscale des meublés de tourisme que vous jugez trop favorable, nous avons la même analyse, vous le savez. Même si je pense qu'il faut rétablir une égalité fiscale entre location longue durée et courte durée en supprimant un avantage plutôt qu'en créant un nouveau, au bénéfice de publics majoritairement aisés. Pour rappel, 3,5% des propriétaires bailleurs détiennent plus de la moitié du parc mis en location par des particuliers. Je comprends aussi et je partage la nécessité de préserver les stations de ski. Pour autant, le zonage que vous proposez d'exclure en zone montagne, cette refonte, me paraît trop large. De nombreuses communes de montagne, notamment dans ma circonscription, comme en Vallée d'Aspe, n'ont pas de station de ski et sont prises d'assaut par les meublés de tourisme. Et c'est une demande faite par les élus locaux. Vous proposez aussi plusieurs propositions intéressantes que j'ai listées. L'évolution du zonage, même s'il faudra en évaluer les effets de bord. La possibilité pour les communes de moins de 200 000 habitants d'instaurer des mesures de réglementation de la location touristique. Mais cela devra être accompagné et assorti de moyens nécessaires d'ingénierie pour les plus petites communes qui n'auront pas les moyens de le mettre en œuvre si elles ne sont pas accompagnées. L'encadrement du prix du foncier qui est également pertinent face à la spéculation immobilière qui handicape nos territoires. En revanche, je n'ai pas vu trace et je m'interroge sur la nécessité de la déliaison entre la THRS et la taxe foncière. Madame et Monsieur le rapporteur, les habitants de nos territoires attendent vraiment de nous des actes concrets et forts qui viennent juguler cette crise du logement. Est-ce que, à l'issue des travaux accomplis sur le sujet, un travail législatif transpartisan ambitieux et fort verra bientôt le jour? Je vous remercie. Bien. Madame Le Maire. Alors, je vous remercie effectivement des contributions qu'on a pu avoir et des échanges que nous avons entretenus. Je partage en fait les points que vous avez évoqués. Effectivement, le régime en fait d'abattement qui pose quand même réellement problème actuellement. Pour moi, me pose aussi problème. Je me pose toujours la question pourquoi on a mis en micro BIC
quand on parle de logement, donc bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est que de principe, on partait sur l'idée que c'était de toute façon du commerce que l'on allait faire par la suite. Donc du coup, c'est toujours, d'un point de vue philosophique, en fait, ça me pose toujours question. Et je me dis effectivement, pourquoi ne pas se rapprocher même du microfoncier en soi. Donc je vais encore plus loin que ce que vous allez proposer dans votre proposition de loi. Voilà, principalement sur le Monsieur point Roland. sur lequel je voulais revenir. Monsieur Roland. Sur les dispositifs dont peuvent bénéficier les communes, il y en a un important, hein, c'est la possibilité de délibérer contre le changement de destination d'un bien. Là où nous sommes en zone tendue, les communes peuvent tout à fait, lorsqu'il y a la volonté de mettre sur le marché de la location, la possibilité de bloquer. Or, toutes ne le font pas, loin s'en faut. Cela, faut-il peut-être le rappeler. Il y en a même qui délibèrent pour ça et qui, dans la même journée, inaugurent une résidence de tourisme. Alors, il y a aussi une schizophrénie à évacuer à un moment ou à un autre. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à monsieur Thierry Benoît du groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Comme l'ensemble des collègues, naturellement, ce sujet, ce rapport m'a beaucoup intéressé et figure dans le rapport la définition d'une zone tendue. Zone tendue, c'est une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Et je voudrais poser la question à nos deux auteurs, à nos deux rapporteurs et co-rapporteurs, sur finalement, au-delà des mesures fiscales ou de régulation de la spéculation foncière qui peuvent être proposées, qui sont proposées, est-ce que vous avez mesuré l'impact de dispositifs comme le dispositif Pinel que nous connaissons en Bretagne ou le dispositif de Normandie? Le Pinel a permis en Bretagne de serrer, de circonscrire la possibilité d'investir pour obtenir de la défiscalisation et encourager à la construction de logements. Ça, c'est un premier point. Est-ce que ça a été évalué, le Pinel à la carte, on va dire? Et enfin, est-ce que vous avez fait le lien avec les politiques publiques qui sont mises en place depuis quelques années par le gouvernement? Depuis quelques années, le gouvernement propose la démétropolisation de certains emplois. Il a proposé des dispositifs comme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. Depuis quasiment 50 ans, l'urbanisation s'appuie sur les métropoles. Je prends le département d'Ille-et-Vilaine, vous avez une diagonale dynamique qui s'étire de Saint-Malo, zone touristique, qui passe par Rennes Métropole et qui prend la direction de Paris via Vitré. Et là, on a une épine dorsale de dynamique, d'emploi et de construction, avec des zones tendues. Et puis, dès qu'on s'étire à l'intérieur des territoires, vous faites 15-20 km dans l'arrière-pays de Saint-Malo, commune comme la Boussac, il y a plein de logements qui ne demandent qu'à être réhabilités. Ma question, quand est-ce que dans notre pays, nous allons amplifier la volonté gouvernementale de démétropolisation des emplois, de soutien à la dynamisation des villes moyennes qui irriguent les territoires ruraux? Je connais moins les zones de montagne, monsieur le député Roland, mais je trouve qu'on a un sujet là à appréhender, parce que les villes moyennes, notamment en Bretagne, ça revêt la notion de pays. Les villes moyennes irriguent les territoires ruraux. Ce que je veux dire, c'est que là où on pourrait redéployer de l'emploi et des services, eh bien, on pourrait redynamiser le logement qui existe et qui est vacant, qui n'attend qu'à être occupé. Parce que plus on continue de vouloir défiscaliser dans les zones tendues, comme disait Michel Piron, un ancien député du Maine-et-Loire, spécialiste des questions de logement, on remet du bois dans la chaudière alors que la chaudière est déjà rouge. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre? Madame Le Maire. Alors, je vais répondre notamment sur la première partie, sur le Pinel. Effectivement, en Bretagne, on a beaucoup poussé pour qu'on ait un Pinel breton. Vous me demandez si on a fait une évaluation. En fait, l'évaluation a été faite, parce que nous, on n'avait pas les moyens de le faire réellement. Elle a été faite dans le rapport IGF que vous retrouverez en fait dans notre rapport. Et ce qu'ils disent notamment, c'est qu'on a une difficulté à suivre les logements qui sortent après du Pinel.
on s'est rendu compte au cours des auditions que beaucoup de Pinel n'étaient pas renouvelés et que du coup, ces logements en fait venaient sur une autre forme de location et n'étaient plus assujettis derrière au dispositif et que on perdait ces logements en fait dans leur côté bénéfique. Donc c'est plutôt cette notion-là d'un Pinel qui derrière a permis effectivement de faire de défiscalisation à temps et une fois qu'ils en avaient plus l'avantage, eh ben ils partaient dans un parc lucratif aussi derrière. Donc c'était un petit peu le côté que remet le rapport IGF sur ce sujet-là. Après, sur l'orientation des emplois, effectivement, c'est une mesure d'aménagement du territoire qui est à envisager et qu'il va falloir peut-être y songer. Dans nos territoires vieillissants, on a besoin d'actifs aussi pour soutenir l'accompagnement du vieillissement. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à monsieur Aurélien Taché du groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Si votre enfant démarre ses études en région parisienne, que vous êtes muté à Saint-Malo, que vous souhaitez passer votre retraite au Pays Basque, nul doute que les prix des logements vont vous faire déchanter. Et les manifestations contre le coût de l'immobilier s'y multiplient d'ailleurs. C'est bien ce que le rapport vient nous présenter aujourd'hui. En effet, vous soulignez justement que la principale cause de la hausse croissante du prix des logements réside dans la spéculation sur le foncier. De même, votre rapport dresse à juste titre un constat sur les meublés touristiques que nous partageons. Même si vous considérez que les plateformes numériques n'ont joué qu'un rôle mesuré dans la crise du logement, là, on diffère un petit peu sur l'analyse. Pour ce faire, vous revenez sur l'abattement forfaitaire de 71% sur les revenus des logements destinés au tourisme et proposez d'ouvrir le débat sur la rénovation thermique des meublés. C'est un bon début, mais les écologistes considèrent de leur côté que la prolifération des meublés de tourisme nourrit de manière certaine la déstabilisation du marché immobilier et de l'augmentation des prix des loyers. C'est notre analyse, mais c'est aussi celle de l'Inspection générale des finances qui propose de supprimer cette niche fiscale. Donc malgré quelques constats partagés, nous ne pourrons soutenir toutes vos conclusions, notamment pour ce qui est créé de l'offre nouvelle. Vous présentez le recours à la construction de logements neufs comme le seul levier pour faire baisser les prix. Certes, il en est un, mais il ne peut se faire au détriment de la lutte contre l'étalement et le zéro artificialisation nette que vous fustigez. Ces conclusions sont à rebours de l'urgence écologique et climatique. Le logement, c'est 11% de nos émissions de gaz à effet de serre et l'impact environnemental et l'artificialisation de ce secteur sont considérables. L'urgence est, on ne le répétera jamais assez, à la rénovation de notre parc bâti et à la construction de la ville compacte. Il faut rénover, éradiquer les passoires thermiques et continuer à interdire leur mise en location. Quant à la construction de nouveaux logements, elle doit se faire dans certaines conditions, à travers par exemple la surélévation ou la réhabilitation des friches et en développant une offre de services publics appropriée. Manque de places en crèche, écoles bondées, insécurité. À Cergy, je vois tous les jours les effets néfastes que peut avoir une construction anarchique pour les habitants. Il est par ailleurs indispensable d'encadrer les marges des promoteurs immobiliers et de mettre fin aux enchères publiques sur les terrains. Par ailleurs, votre rapport évoque des solutions indispensables à court terme, car il est impératif de lever les verrous qui empêchent les Français de s'installer, de se loger. Mais toutes les préconisations faites sont d'ordre conjoncturel et ne questionnent pas les enjeux profonds de la cherté et de l'accès au logement. La question qui est posée ici entre les lignes est celle de l'attractivité des territoires, ou plutôt celle de sa concentration qui s'accentue seulement dans certains territoires. Nous, écologistes, souhaitons que soient mises sur la table des problématiques structurelles permettant de rendre les territoires situés hors des métropoles plus attractifs, tout en continuant à rendre le coût du logement dans ces dernières plus accessible. L'heure est à la décentralisation et à la déconcentration de nos vies, rapprocher les lieux d'habitation et les espaces de travail, mais aussi rapprocher les logements des lieux de production agricole ou des lieux de production d'énergie, réduire la place des transports dans le quotidien tout en renforçant l'accès aux services, à l'administration et aux commodités. Nous, écologistes, défendons un modèle où l'attractivité des territoires est pensée en revitalisant l'ensemble des centres-villes, en soutenant les commerces de proximité face aux géants de la logistique comme Amazon qui détruisent les emplois, en même temps qu'ils artificialisent les sols les plus riches en biodiversité. C'est aussi revitaliser en luttant contre le tourisme du masse, en luttant contre les déserts médicaux, et je vois que je suis en retard, donc je terminerai en saluant le travail fait pour arriver à ce rapport et que nous soutenons assez largement. Merci. Merci. Monsieur Roland. Oui, plusieurs éléments. Vous avez évoqué beaucoup de choses et on répondra globalement à la fin puisque là, le temps est compté. Mais s'agissant par exemple du foncier, nous faisons effectivement des propositions pour encadrer les prix du foncier. Pourquoi pas créer un fonds qui permettrait, au-delà de ce que font déjà les EPFL, de renforcer l'action des collectivités pour limiter les prix du foncier. Après, je crois que tout est dans la mesure. Bien sûr que la cause environnementale est prépondérante et même vitale aujourd'hui. Néanmoins, si nous appliquons certaines normes de manière trop stricte et trop rapidement dans le temps, on va sortir aussi un certain nombre de logements qui ne permettront plus d'alimenter le marché de la location. Donc c'est une question d'équilibre qui reste pour ma part encore à trouver.
Merci beaucoup. J'ai monsieur Paul Molac pour le groupe Lyot. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc d'abord, je vais féliciter nos deux rapporteurs parce que c'est la première fois ici qu'on se penche véritablement sur ce problème qui devient très très important et qui touche une bonne partie de nos concitoyens. Alors j'ai regardé évidemment les mesures. Il y en a un bon paquet et qui sont effectivement intéressantes. Il y a quand même quelque chose sur lesquels je voudrais attirer votre attention parce que ça repose sur les zones tendues. Donc on va avoir évidemment cette définition de zone tendue et il y a des zones subtendues, c'est-à-dire celles qui sont mitoyennes, enfin qui sont à côté. Et c'est pour ça que l'échelle, à mon avis, l'échelle de la commune est évidemment très importante, mais il faut avoir un regard qui soit, en tout cas en Bretagne, un regard qui soit régional, de façon à ce qu'un certain nombre de ces mesures puissent s'adapter éventuellement sur des communes qui ne seraient pas classées en zone tendue, parce que pas le nombre d'habitants ou parce qu'on estime que le prix du foncier, par exemple, n'est pas assez cher. Mais si vous matchez ça et si vous voyez par rapport aux revenus, par exemple, vous allez vous apercevoir que la difficulté au logement va quand même être présente sur ces communes-là. Donc l'idée d'avoir quelque chose de spatial qui soit peut-être moins limité aux zones tendues proprement dites. Et puis, il y a l'idée aussi d'avoir... alors, je vois qu'il y a dans votre rapport, il y a un certain nombre de choses, effectivement, pour les locaux, pour ceux qui travaillent, les travailleurs saisonniers. Et je pense qu'il faut considérablement faire attention à ça si on ne veut pas avoir des effets, comme notre collègue parlait tout à l'heure. Finalement, on ne veut pas de gens qui viennent s'installer parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à se loger chez nous. Donc ça crée effectivement des tensions locales. Et je crois que c'est très important qu'on ait une articulation qui soit bien pensée. Alors, au niveau communal, évidemment, parce que les PLU et les PLUI se font avec le bloc communal, mais aussi avec un regard, ce qu'on avait fait en Bretagne, en fait, avec le Pinel, où, en fait, on avait un regard qui était sur la totalité de la région. Bien. Monsieur Roland. Je vais répondre à notre collègue Paul Molac sur les saisonniers. Dans notre rapport, on appelle aussi de nos voeux une évolution du zonage parce qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément adapté à la réalité locale d'une part, et une évolution aussi de la législation parce qu'il faut aussi qu'une personne morale puisse contractualiser avec un CCAS ou une SEM qui a construit du logement saisonnier, ce qui aujourd'hui n'est pas autorisé, ce qui permettrait à l'employeur de proposer directement un logement à son saisonnier et qu'il soit dans des conditions décentes. Sur l'effet en fait des zones subtendues en fait avec l'effet de report en fait qui s'effectue, effectivement il a été plusieurs fois notifié. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut réellement ramener sur une politique plutôt locale. Alors local, on peut l'élargir soit à la région, soit au département, parce que certains parlent plus de département que de région. On sait très bien que nous, en Bretagne, vivre à Rennes ou vivre à Audierne, on n'a pas forcément les mêmes soucis et les mêmes économies en fait et les mêmes publics aussi qui y vivent. Donc moi j'appuie sur un point qui est surtout s'appuyer sur un outil qui a été mis dans la loi 3DS qui sont les AOH. Actuellement il y en a une à Brest qu'on peut consulter. C'est une autorité organisatrice de l'habitat qui effectivement peut être consultée sur le zonage. C'est un outil qu'il va falloir amener des éléments et abonder pour pouvoir améliorer et ramener en fait une forme de deuil du territoire et d'adaptation en fait des outils au territoire. Donc je pense que demain il va falloir vraiment développer l'AOH pour réellement contribuer à une meilleure agilité et une meilleure spécificité en fonction des territoires. Merci beaucoup. Nous en avons terminé pour les orateurs de groupe. Je vais donc passer aux questions individuelles. 1 minute maximum par question. Je les prends toutes en même temps. Et ensuite, nos rapporteurs répondent. N'hésitez pas à lever la main. Comme ça, on peut vous noter. On commence par monsieur Bastien Marchive. Oui, merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Alors toujours dans cet objectif de favoriser l'accès au logement, je voudrais vous interroger sur la fiscalité du foncier, un sujet qu'on a déjà largement abordé. Avec le ZAN, les surfaces constructibles vont être amenées à se raréfier. Vous évoquez d'ailleurs dans votre recommandation numéro 20 l'idée de la création d'un dispositif d'encadrement des prix du foncier dans les zones tendues. Et à l'heure actuelle, les plus-values qui sont réalisées sur les ventes de ces terrains nus qui sont à bâtir bénéficient d'un abattement progressif et qui devient total au bout de 30 ans. Donc certes, ça limite la spéculation foncière, mais d'un autre côté, plus on attend pour vendre son terrain,
moins on est fiscalisé sur la plus-value. C'est donc une forme de prime à la rétention foncière. Et c'est sur ce sujet que je voudrais vous interroger, de savoir quel correctif est-ce qu'on peut envisager pour que ce foncier constructif soit réellement disponible et puisse accueillir de nouveaux logements. Merci beaucoup. J'ai Madame Florence Goulet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, votre rapport donc évoque les obligations de rénovation énergétique prévues par la loi dite Climat et Résilience. Dans cette loi Climat et Résilience, dont j'ai été co-rapporteur, il a été recueilli à cette occasion un nombre important de témoignages au sujet des difficultés économiques posées par le nouveau DPE aux propriétaires et copropriétés. C'est d'abord le coût des diagnostics et des travaux qui n'est guère compensé par des aides demeurant partielles et dont l'octroi se révèle très inégal en pratique. Ce sont aussi des pertes de surface et des difficultés à satisfaire des objectifs irréalistes et peu adaptés aux spécificités des immeubles anciens. Devant ces dépenses, beaucoup renoncent à louer, ce qui explique la chute vertigineuse de l'offre locative et bientôt sans doute des ventes d'immeubles. Un récent article souligne que les mises en vente se sont effondrées, limitées à 98 000 logements collectifs et 120 000 maisons individuelles en 2022, tandis que la chute des réservations atteint 43% pour les particuliers. Dans cet article, on estime aussi qu'à l'horizon 2030, la France manquera d'au moins 4 millions de logements, avec pour conséquence l'alimentation de la bulle spéculative sur l'immobilier du fait de la pénurie. Vous dites entendre ces craintes. Merci. Et redouter que l'extension... Pardon. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Madame Danielle Simonet, c'est à vous. Oui, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, vous décrivez un phénomène inquiétant de hausse importante du prix du logement, mais en fait, la crise du logement, c'est d'abord et avant tout provoquée par la financiarisation du logement. Le logement est de fait devenu un produit financier parmi d'autres sur le comptoir des banquiers. Donc comment, en fait, lutter contre la spéculation sur le logement contraire au droit du logement? Première chose, au lieu d'éluder le Airbnb, donnons plus de moyens aux polices du logement au niveau des collectivités. Pourquoi ne pas encadrer à la baisse les loyers et le prix du foncier dans toutes les zones tendues et subtendues, qu'il s'agisse des cœurs métropoles comme des zones touristiques? Pourquoi ne pas revenir sur l'encouragement à la hausse des loyers qu'a constitué le passage de l'IRL à 3,5%? Pourquoi ne pas défendre le blocage des prix de l'énergie et la sortie du marché, de l'énergie du marché, puisque vous vous préoccupez du risque d'impayé accru dû au fait de la hausse de l'énergie? Pourquoi ne pas aussi abroger finalement la loi Gasbarian qui va faciliter les expulsions locatives dont vous êtes inquiète? Bien. Il serait peut-être temps, voilà, avant qu'elle ne s'applique réellement. Merci Madame Simonet. Nous passons à Monsieur Jean-Luc Bourgeot. Oui, merci Président, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Donc moi aussi, je voulais saluer le travail de nos deux rapporteurs. Vous avez évoqué être venu dans ma circonscription à Saint-Malo et donc vous avez pu vous rendre compte de l'ampleur du problème dans les zones touristiques. Donc moi, je voudrais juste mettre un petit focus sur le changement de destination des logements. Alors, j'ai bien entendu Monsieur Roland tout à l'heure, Vincent, qui nous a dit qu'il suffisait de prendre une délibération municipale et c'était réglé. Bon, je crois que c'est pas si évident que ça, puisqu'il a lui-même dit que le même jour, on pouvait ne plus vouloir et en inaugurer. Donc, mais moi, je voudrais quand même revenir sur ce qui est, par contre, au niveau des copropriétés. Là, hors zone tendue, on va dire, où là, on souhaite un développement, il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent du jour au lendemain avec, on va dire, de l'occupation saisonnière, du moins touristique, et sans être trop prévenus, puisque visiblement, il y a un vide juridique là, au niveau des lois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Madame Marie-Noëlle Battistel. Non? Vous aviez levé la main tout à l'heure. Pardon, Madame Battistel. J'ai Madame, du coup, Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, merci infiniment pour votre travail. Sur la question des zones tendues, effectivement, on est sur un zonage bien particulier. Donc, tout le territoire n'est pas concerné. Vous évoquez la question du logement saisonnier. Alors, vous en parlez sous l'angle touristique, mais je voulais simplement vous alerter sur le fait que, y compris en région rurale, en zone agricole, il y a aussi des difficultés à trouver des logements pour répondre aux saisons horticoles, aux saisons agricoles. Et donc, on a là une problématique. Alors, est-ce que les dispositifs que vous proposez pourraient s'adapter à des zones qui ne sont pas considérées aujourd'hui comme tendues? Ou qu'est-ce que l'on pourrait proposer pour justement avoir une meilleure offre de manière à ce que les saisonniers qui veulent travailler dans les zones rurales et les zones agricoles puissent avoir un logement durant de courtes périodes? Merci.
Merci beaucoup. Madame Sabatini, Anaïs Sabatini. Merci, Monsieur le Président. En France, comme dans beaucoup d'autres domaines, la politique du logement est trop centralisée, ce qui restreint fortement les marges de manœuvre pour les communes. Les maires ne sont donc pas maîtres de la délimitation des zonages et ne disposent pas des outils qui leur permettraient de moduler efficacement les dispositifs nationaux. Pourtant, le conseil municipal et le maire connaissent parfaitement les caractéristiques de leur territoire et savent quels dispositifs pourraient être mis en œuvre localement pour maîtriser les prix dans les zones tendues. La loi 3DS a créé le statut d'autorité organisatrice de l'habitat qui permet d'adapter les politiques nationales aux spécificités des territoires. Aujourd'hui, seules les intercommunalités peuvent solliciter ce statut. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait impulser une nouvelle étape de décentralisation en matière d'habitat et donner un véritable élan à ce dispositif en l'ouvrant aux communes? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Monsieur Iñaki Etchaniz. Oui, merci Monsieur le Président. Deux petits sujets sur lesquels je voudrais apporter au débat. Je pense qu'ils ont été évoqués quand vous avez auditionné ALDA, l'association, une des associations qui se mobilise pour le logement au Pays Basque. Il s'agit la question aujourd'hui des baux mobilité frauduleux, qui était un dispositif qui visait à pouvoir permettre aux étudiants ou aux travailleurs mobiles d'avoir accès à un logement, qui sont aujourd'hui détournés et qui sont imposés de force par des propriétaires ou même par des agences immobilières et qui mettent à la rue au mois de juin jusqu'au mois de septembre des personnels qui vivent à l'année. C'est le cas notamment des soignants de l'hôpital de Bayonne qui passent l'été dans leur voiture. Donc quelle régulation face à cet usage des baux mobilité frauduleux? Et il y a un autre sujet qui sont les congés pour vente abusifs qui se multiplient sur nos territoires et notamment avec des personnes âgées qui sont mis à la porte, qui ne font pas forcément usage de leurs droits pour que leur appartement soit revendu et deviennent à terme des résidences secondaires ou du Airbnb. Donc il y a un vrai sujet sur le respect de la réglementation. Merci beaucoup. J'ai Madame Géraldine Grangier. Merci, Monsieur le Président. La loi Climat et Résilience qui interdit de louer les logements classés G à compter de 2025 a déjà un impact sur le marché locatif. La principale conséquence est qu'elle raréfie encore plus l'offre locative dans les zones tendues. On oublie souvent, mais l'essentiel du marché aujourd'hui est porté par des petits propriétaires bailleurs qui ne possèdent qu'un seul appartement. Tous n'auront pas les moyens d'y entreprendre une rénovation énergétique qui coûte en moyenne 10 à 20% du prix du logement et malgré toutes les aides. Et comme il est beaucoup plus difficile d'obtenir un crédit pour réaliser des travaux que pour acheter les logements, certains n'auront pas d'autre choix que de se séparer de leurs biens. Depuis le mois de juin, on estime qu'environ 15 à 20% des logements sont déjà sortis de la location pour être vendus. Sans remettre du tout en cause l'interdiction de louer des passoires thermiques, ce qui est un scandale, le calendrier n'est-il pas un peu précipité? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Monsieur Éric Botorel. Merci, Monsieur le Président. D'abord, saluer la qualité des travaux menés par les deux rapporteurs. Et c'est normal, il y a un rapporteur breton dans le lot, donc c'est toujours de très bonne facture. Je vais vous emmener en Bretagne, parce que la question est la suivante. Moi, je vais vous parler du Trégor. Le Trégor, aujourd'hui, c'est 6% de taux de chômage, quand c'était 10% il y a 5 ans maintenant. Et la problématique à laquelle on est confronté pour avoir de la main-d'œuvre, c'est finalement le logement des nouveaux arrivants. Parmi ces sujets identifiés par les élus locaux, c'est la disponibilité dans le parc social de logements qui ne sont plus du tout adaptés à la composition des foyers qui arrivent. On a beaucoup de T4, T5, et la composition des foyers moyens demandeurs de logement aujourd'hui, c'est plutôt un 3, un 4, si je m'en fie aux chiffres qui me sont donnés par les élus de la collectivité. Aussi, ne croyez-vous pas qu'il serait nécessaire, voire temps, de réorienter un certain nombre d'aides, non pas dans l'émergence de nouveaux logements, mais dans la requalification d'un certain nombre de logements pour convertir, par exemple, des T4, T5 en T1, T2. Merci. Merci. On termine avec Monsieur Pascal Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Un certain nombre de villes ont un parc de vacants extrêmement important. Pourtant, elles sont parfois à quelques dizaines de kilomètres de grandes métropoles où il y a une pression foncière extrêmement importante. J'ai le cas, effectivement, moi, sur ma communauté de communes, où une des communes centres a un parc de vacants de 400 logements, mais très anciens. Pensez-vous que les moyens mis à disposition de ces communes via ça y est, j'ai perdu le nom, les EPFL, voilà, les EPF sont suffisants pour pouvoir venir en aide à ces communes qui doivent en fait acheter le foncier pour pouvoir réhabiliter ce logement et essayer de reconstruire la ville sur la ville. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a pu poser sa question? Pas de frustration?
Très bien. Bah, écoutez, monsieur, madame les rapporteurs, je vous propose de répondre avec le temps que vous souhaitez. Oui. Madame la Alors, rapporteure, ça va madame être- Le Meur. Effectivement, les sujets sont denses et divers. Je vais prendre le premier sujet sur les AOH, où j'ai déjà répondu pour Madame Sabatini. En fait, je suis d'accord avec vous sur la notion de mobiliser plus l'outil d'AOH. J'en ai parlé avec Monsieur Molac tout à l'heure pour réellement faire un outil de territoire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a quelque chose à faire et à créer. C'est un outil qui est récent, donc il faut aussi lui laisser le temps de se développer et effectivement d'être force de proposition et d'abonder pour qu'il soit réellement en faveur du territoire. Sur les notions de DPE, donc, que vous avez relaté fortement, on est quand même dans une visée aussi d'écologie et d'amélioration de nos volontés d'action sur le climat notamment. Effectivement, j'entends en fait vos craintes qui sont de dire derrière le parc, les gens vont sortir du parc pour pas avoir à faire les travaux. C'est le cas aussi des gens qui ne sont pas dans du meublé de tourisme. Vous pouvez vous poser la question. Nous, on s'est lié réellement notre sujet à tout ce qui est touristique et les zones tendues. Mais en fait, sur l'ensemble du territoire, vous pouvez dire, alors nous, on n'en veut pas. Mais à la fois, vous êtes un peu en contradiction parce que vous me dites, c'est important quand même de le faire. Donc, pourquoi on le ferait pour certains et pas pour d'autres ? C'est le logement en soi, sachant que le logement, un temps, peut passer aussi sur du pérenne, et ça, c'est réellement notre volonté. Donc, se dire, on ne le fait pas parce que c'est en tourisme, et donc après, on va le laisser, quand il va passer en pérenne, au suivant à le faire. Voilà. Moi, je trouve que c'est un petit peu pas cohérent avec une volonté actuelle et avec les enjeux climatiques que l'on vit et énergétiques que l'on vit, que de passer à côté de ces nécessités de mettre en place une rénovation énergétique pour les logements. Donc, effectivement, ça passe par la contrainte du DPE d'emblée. On a une discussion longue parce que d'un territoire à un autre, ce n'est pas la même problématique. Et derrière, vous avez aussi mis en avant la difficulté pour les copropriétés. Et ça, c'est un point, il va falloir vraiment travailler pour que le DPE s'applique dans les notions de copropriété, où effectivement, si une personne ne veut pas amener les travaux à leur terme, c'est bloquant en fait, pour l'ensemble de la rénovation. Donc ça, c'est réellement un point à souligner et qu'il va falloir prendre en main dans les temps futurs. Je te laisse deuxième partie. Bien, merci beaucoup. Monsieur Roland. Merci, Monsieur le Président. Moi, sur les DPE, j'entends absolument ce que vous dites. Et d'ailleurs, cela nous a été confirmé par des spécialistes de l'immobilier qui ont constaté un pic de vente des logements qui n'allaient plus répondre aux exigences environnementales. Et comme je le disais il y a quelques instants, il faut pouvoir trouver un équilibre. Et les arguments que vous avez avancés, je les entends complètement, et qu'il y ait une forme d'adaptation ou peut-être un accompagnement plus soutenu de la part de la puissance publique me semble indispensable, parce que la réalité, enfin c'est factuel, il y a des logements qui sortent du marché parce qu'ils ne répondent plus aux normes environnementales, et ne pas y répondre n'est pas acceptable non plus, d'une certaine manière. Donc il faut trouver une solution par un meilleur accompagnement. L'encadrement des loyers qui a été évoqué tout à l'heure par une de nos collègues, je rappelle que dans les zones tendues, cela est possible depuis 1989. Donc cet encadrement, ou en tout cas l'évolution des loyers, est tout à fait possible. C'est aussi pour cela que nous appelons de nos voeux un élargissement de ces zones tendues au-delà de ce qu'elles représentent aujourd'hui. Ça devrait être prochainement le cas. Ça ouvre droit à de nouvelles possibilités d'encadrer, à de nouveaux leviers fiscaux, et bien autant qu'on utilise ce qui existe actuellement. Et puisque disait Anne-Laure Blin ou un ou deux autres de nos collègues renvoient à une meilleure décentralisation ou déconcentration des politiques du logement, parce qu'il n'y a pas, comment dirais-je, une politique du logement, mais des politiques du logement à adapter à chaque territoire selon les particularités de ces derniers. Tout à l'heure, Thierry Benoît en évoquait d'autres. Je crois qu'il faut qu'il y ait une... C'est malvenu venant de ma part, ce type de propos, mais une capillarité très très forte. N'est-ce pas, Thierry Benoît ? C'est ça.
saisonniers. Merci. Madame Le Maire. Alors, je vais reprendre la parole, notamment sur les propos de M. Botorel, effectivement, où cette notion de requalification, on voit que dans le rapport, on a beaucoup mis en avant aussi les typologies des ménages qui ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'actuellement, quand vous voyez la ville de Quimper, par logement, c'est 1,2 personnes. Donc, du coup, effectivement, il y a une grosse demande, une forte pression sur les logements en T2 notamment, et qui correspond aussi aux revenus du foyer, parce que se loger dans un T5 et se loger dans un T2, c'est pas le même prix. Donc effectivement, je pense qu'il y a un gros travail à mener sur l'existant pour effectivement le requalifier, le rediviser, pour permettre de loger plus de monde et plus de foyers, notamment avec aussi la notion de famille recomposée, on voit bien de maintien à domicile, etc. On voit bien que les gens sont peu nombreux maintenant dans les foyers. On n'est plus des foyers composés d'enfants à tout va. Enfin voilà, il y a vraiment ce besoin-là. Et ça, je ne sais plus si on l'avait mis dans le rapport, mais effectivement, c'est un point qui avait été relaté plusieurs fois au moment des auditions. Concernant les saisonniers, Madame Blin, effectivement, il y a plusieurs initiatives qui sont déjà mises en place, et notamment, nous avons pu à Saint-Malo faire ce focus-là. Saint-Malo a mis en place notamment de l'hébergement sur les temps de saison au niveau scolaire, en fait, dans les lycées, notamment dans les lycées agricoles, où il y a une mise à disposition des locaux qui se fait pour les filières type liées à l'agriculture, mais aussi liées à la restauration. Donc, c'est des expérimentations qui se font de plus en plus. Je suis d'accord que ce n'est peut-être pas la solution à terme unique. C'est une solution pour l'instant d'immédiateté, mais je sais que, par exemple, dans mon territoire, la ville de Bénodet, enfin, par la communauté de communes, est en train d'acquérir justement un ancien hôtel pour le mettre à disposition des saisonniers. C'est le problème de la gestion souvent qui est mise en avant derrière. C'est qui gère? Est-ce qu'il faut un gouvernant ou autre? C'est vraiment du quotidien en fait qui souvent reste un frein. Donc peut-être accompagner mieux sur cette gestion-là, de se dire comment on va accompagner pour mettre une question de sécurité, etc. Parce que quand vous recoupez des gens, certains préfèrent dire que les saisonniers, il faut les mettre de façon plus éparse sur le territoire. C'est ce qui nous a été remonté. Mais il y a une réelle problématique quand on parle de souveraineté alimentaire ou de réindustrialisation. Pour moi, il faut mettre les deux calques l'un sur l'autre. Et on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire et de ne pas maintenir d'emploi dans ce domaine. Donc, il va falloir que les deux calques se juxtaposent pour mener les politiques que l'on veut mener. Voilà, il y a une réalité. Je continue peut-être. Juste pour M. Bourgeot, sur la notion d'occupation touristique dans des copropriétés, il a été souvent relaté aussi que ça crée d'autres nuisances pour les gens qui y habitent que d'avoir en fait des passages de valises, des gens qui tournent, des dégradations, du bruit. Parce que quand les gens viennent en vacances pour de la courte durée, ça crée effectivement des nuisances parallèles. Dans certains, j'ai appris ça dernièrement, que dans certains règlements de copropriété, il y a des clauses d'occupation bourgeoise. C'est comme ça que c'était notifié, que ce sont dans des règlements qui sont assez anciens, des années 60, et qui interdisent justement la location sur du tourisme. Donc voilà, c'est une piste que l'on avait évoquée ensemble au cours du rapport. Vincent va pouvoir un peu développer, mais c'est peut-être un point qu'il faudra appuyer pour justement permettre en fait une occupation au logement permanent et restreindre l'occupation de tourisme au sein de ces bâtiments. Monsieur Roland. Je vais rebondir sur ce point-là. On a effectivement rencontré des opérateurs et tout à l'heure, je vous disais l'intérêt qu'il y a à flécher de manière très prioritaire les programmes immobiliers neufs sur de la résidence permanente, sauf que quand on se trouve dans des sites touristiques, le risque, c'est que cette résidence permanente devienne, c'est ce que tu disais Jean-Luc, une résidence touristique, ou en tout cas que certains propriétaires vendent leurs biens pour en faire pour d'autres une résidence secondaire. Et l'objet, c'est qu'à partir du moment où une commune pourrait confier du foncier à bail avec un opérateur, que cette collectivité-là conserve un lot de la construction qui serait faite, de telle sorte à ce qu'elle soit intégrée, elle, la collectivité,
dans la copropriété, lequel règlement de copropriété interdirait toute présence de logements pour de la location saisonnière. Ça serait un moyen, mais il faut vérifier la possibilité légale et juridique de le mettre dans le circuit, si j'ose dire, pour qu'il n'y ait pas de dévoiement de ces constructions de logements permanents vers du logement touristique. Ça se pratique ici ou là, et visiblement, ça marche plutôt pas mal, en espérant que ça soit légal et pas attaqué. Ça, c'est autre chose. Bien. Madame Le Maire. Je vais répondre à Monsieur Etchaniz, effectivement, sur les propositions que l'association ALDA aussi nous avait remontées, donc qui sont le dévoiement des baux mobilités notamment, mais aussi les congés pour vente abusive. C'est effectivement deux situations où, je suis désolée de le dire, c'est eux qui nous les ont remontés. On n'a pas eu, en fait, au cours de nos auditions, d'autres remontées dans ce sens. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas fait un focus. Par contre, c'est vrai que dans nos échanges, c'était quand même un point important. Et on l'a estimé, sachant que c'est quand même des pratiques qui ne sont pas dans les règles. Donc, c'est le moyen de contrôle, en fait, qui pose question. C'est se dire, c'est pas forcément mettre des amendes, c'est bien, comme vous l'aviez proposé dans votre proposition de loi. Je peux comprendre que, du coup, il y a une volonté d'aller plus haut, mais il faut réellement, en fait, avoir les moyens et la capacité du contrôle pour réellement, après, pouvoir mettre une sanction derrière. Parce qu'effectivement, c'est inadmissible. Je ne peux qu'aller dans votre sens. On ne peut pas utiliser et détourner, en fait, complètement ce qui a été mis en œuvre de façon vertueuse, qui a été fait pour les étudiants, comme vous l'avez dit, le court durée, et qui va en fait vers un détournement pour une rentabilité à terme. Donc il y a un moment où un outil qui était fait pour aider est utilisé pour faciliter en fait leur démarche. Donc sur ce point-là, on est tout à fait. Je ne pense pas qu'effectivement mettre une surenchère des amendes, il faut juste appliquer déjà ce qui doit être appliqué dans un premier temps et vraiment identifier les pratiques. Alors vous m'avez relaté effectivement que c'était des pratiques qui étaient fréquentes, qui revenaient notamment avec des incitations par les agents immobiliers. Déontologiquement parlant, on se pose aussi des questions. Est-ce que du coup leur imposer peut-être une clause de déontologie sur ces sujets-là serait peut-être intéressant à terme, mais ça c'est aussi à leur corporation de mettre ça en place, entre guillemets, la régulation de l'usage et du détournement des outils. Je pense que c'est aussi à la profession de faire un petit peu le ménage, si je peux utiliser ce propos. Voilà, c'est plus dans ce sens, mais on a eu effectivement ces échanges longuement avec cette association qui était très impliquée sur le sujet, tant on entend les tensions sur votre territoire qui nous sont remontées. Monsieur Roland. Juste pour la question foncière, j'ai presque envie de dire votre proposition, on l'a fait nôtre. En tout cas, elle mérite d'être étudiée parce qu'effectivement, tout ce qui peut dynamiser les mouvements fonciers dans l'objectif de construction nouvelle, il faut effectivement l'étudier. Mais très, très franchement, et moi j'insiste sur ce point, si on n'a pas un argument, enfin pas un argument, un aspect juridique solide pour maintenir la destination d'un bien dans du logement permanent, on va à chaque fois déplacer le problème et se retrouver avec des locations saisonnières à la place de locations annuelles. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un vrai sujet. Le rapport Inspection générale des finances, d'ailleurs, met en avant aussi cette notion de maintenir le bien dans sa destination initiale. Bien, Madame Le Maire. Alors, concernant la question de M. Marchif, justement, sur la rétention foncière liée à cette plus-value, en fait, ça... Alors, actuellement, ce que je sais, c'est qu'il y a des travaux au niveau du CNR. Donc, c'est un point, effectivement, qui nous a été remonté. Pour l'instant, je n'ai pas la solution à vous proposer là, comme ça. Les travaux sont en cours sur ce sujet. Mais c'est un sujet qui a été effectivement pris en compte. Donc, vous avez raison de le redire à nouveau quand on entend que la raréfaction du foncier est une réelle problématique, mais est aussi quelque chose, voilà, quand on parle du ZAN, effectivement, il y a aussi d'autres possibilités, qui est la surélévation, etc. Voilà, il y a d'autres dispositifs qui sont à mettre en place derrière aussi.
Mais sur votre point de rétention foncière et de plus-value, je pense qu'il y a réellement un sujet à poser. Vous avez raison en ce sens. Malheureusement, je n'ai pas de solution immédiate sur ce sujet. Bien. Monsieur Lavin, sur le logement vacant. Est-ce que Monsieur Lavin peut nous rappeler sa question exactement? Parce que j'avais juste noté sur les logements vacants, en fait, c'est ça. Monsieur Laverne, c'était quoi votre question? Si je peux voir le micro, voilà, merci. Oui, tout simplement, en fait, j'ai constaté sur mon territoire qu'une commune qui avait énormément de logements vacants, donc à proximité d'une gare en plus, donc une ville qui a vraiment un potentiel de développement, mais qui n'a pas énormément de moyens, se retrouve en difficulté, en fait, pour pouvoir offrir des logements, et des logements corrects, alors qu'en fait, on pourrait imaginer un fonds un peu spécial, comme les EPFL en ont, mais il faut évidemment que la commune mette également des moyens, et des communes de certaines tailles n'ont pas forcément de mettre tous ces moyens pour racheter éventuellement une rue tout entière de logements qui sont complètement inhabitables, insalubres, pour pouvoir reconstruire la ville sur la ville et donc offrir comme ça des logements aux gens qui arrivent de territoires voisins. Merci. Alors du coup, la question oui, j'ai bien compris. La problématique, en fait, elle est réellement sur des biens qui ne vont pas forcément revenir à destination du parc, en fait. Et effectivement, la taxe sur le logement vacant a volonté, à aller accompagner, en fait, une rénovation, on va dire, toute mesurée pour remettre le bien sur le marché. Et c'est vrai que la problématique des biens très dégradés n'est pas... Moi, je me suis posé la question à un moment, si ces biens-là qui ne vont pas forcément revenir, qu'est-ce qu'on en fait derrière, qui ne vont pas revenir à destination du logement, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est est-ce qu'on le ressort, en fait, du quota, entre guillemets, le logement vacant, parce qu'en soi, il est tellement dégradé qu'il n'est plus... le terme de logement n'est plus le terme, ou est-ce que, du coup, il revient à la charge de la mairie, mais qu'est-ce qu'il en fait derrière? Donc, on n'a pas... Je ne sais pas si derrière, on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Ça n'a pas été le sujet le plus abordé, effectivement. On l'a évoqué plus en termes de est-ce qu'il doit rentrer dans les chiffres, en fait, du logement vacant dès lors qu'il n'a plus de destination à redevenir, en fait, utilisable. La question s'est posée plus en ce sens-là. Bien. Allez-y. Juste très rapidement, la question de la vacance est une question fondamentale, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de logements vacants en France qu'il n'y a de résidences secondaires, par exemple. Et donc, si on arrive à impulser quelque chose et remettre ces logements vacants sur le marché, alors ils ne sont pas tous au même endroit non plus, hein, il faut être honnête, mais il peut se passer quelque chose de positif. Pour cela, il y a quand même des taxes ou d'autres moyens d'accompagnement, mais il y a aussi, et on le relève dans le rapport, un vrai déficit d'information des collectivités sur les possibilités en matière de politique de logement, et il faudrait justement avoir une action auprès de ces collectivités pour qu'elles soient bien informées de tout ce qu'il y a dans la caisse à outils logement. Alors, je vous rappelle juste, c'est vrai que le propos de notre rapport était en zone tendue. Et effectivement, en zone tendue, ils sont plus limités. On a 550 000 logements en zone tendue. Combien 150 000, pardon, excusez-moi. 150 000 logements en zone tendue. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques, effectivement. C'est pour ça que le cadre du rapport n'a pas pu aller plus loin, en fait, sur cette problématique. Bien. Et pour terminer, juste pour Madame Simonet, qui nous a fait un petit peu un pêle-mêle, en fait, effectivement, Non, mais sans être... voilà, des problématiques en fait, liées au social et au très social. On entend effectivement les notions de droit au logement, de permettre d'avoir un logement digne à chacun. C'est pas parce que là, on a traité un sujet sur des zones tendues qui sont peut-être des zones avec des attraits importants et avec un niveau de vie important que pour autant, c'est pas pour autant qu'on néglige les autres situations qui sont aussi une réelle problématique pour notre territoire et pour le logement, pour que chacun puisse se loger. Donc, ne pensez pas pour autant que traiter un sujet, c'est ignorer l'autre. Bien. Je crois que nous sommes bien éclairés. Merci encore, monsieur et madame les rapporteurs, pour vos travaux et la qualité de vos réponses. Je vais donc soumettre au vote de la commission l'autorisation de publier le rapport d'information. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, notre commission autorise la publication du rapport d'information. Je vous indique que nous avons les 2 prochaines réunions. Donc, mardi 2 mai à 17h30, ce sera l'audition de monsieur Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Et mercredi 3 mai à 9h30, présentation du rapport d'information sur le Quick Commerce. Ce sera mesdames Maude Gattel et Anaïs Sabatini, rapporteurs, qui nous feront cette présentation. Merci, chers collègues.